voir le parodonte de l'enfant. Donc, on va traiter le cours, la partie paro dans le module d'odontologie pédiatrique. Alors, avant de commencer, donc bienvenue pour la 4e année. Félicitations pour votre admission en 4e année pour ceux qui ont passé. Alors, pour le parodonte de l'enfant, les particularités, donc l'objectif de ce cours, c'est de faire connaître le parodonte de l'enfant, sa physiologie, ses différentes particularités, afin de, bien sûr, de pouvoir faire la différence entre tout ce qui est physiologique et tout ce qui est pathologique. Parce que, comme vous le savez, le parodonte de l'enfant est soumis à des changements physiologiques au cours de l'évolution de l'enfant, c'est-à-dire depuis l'apparition de lait sur l'arcade jusqu'à la mise en place de la denture définitive. Alors, le plan adopté pour notre cours est le suivant. D'abord, il y a lieu de faire un petit rappel sur l'anatomie, ou bien sur le parodonte en général. Puis nous allons passer comme chapitre, le premier dans le sujet, c'est on va voir d'abord le parodonte dans sa denture temporaire. Puis nous allons voir successivement les modifications physiologiques qui peuvent être observées au cours de l'éruption dentaire. Aussi lors du passage de la denture mixte jusqu'à la denture permanente jeune. Et enfin, nous terminerons par quelles sont les particularités ou bien comment se fait l'examen parodontal chez l'enfant. Alors, le parodonte de l'enfant est constitué des mêmes éléments anatomiques que celui de l'adulte. Donc, c'est les mêmes éléments. Donc, il est important, on va juste souligner quelles sont les différences seulement entre le parodonte de l'enfant et le parodonte et celui de l'adulte concernant les différentes structures tissulaires qui le composent. Donc, étant donné son caractère évolutif chez l'enfant, donc il présente par rapport à celui de l'adulte quelques particularités que nous allons voir après. Alors, à titre de rappel, le parodonte correspond à l'ensemble des structures tissulaires qui composent, qui entourent la dent et ils servent de soutien pour la dent. Donc, il est composé de la gencive qui assure la protection du parodonte, qui représente le parodonte superficiel et assure la protection du parodonte profond. On a aussi l'os alvéolaire qui permet la rigidité, il permet la fixation des fibres ligamentaires. Nous avons aussi le desmodonte qui permet la liaison entre la dent et l'os alvéolaire. Et enfin, le sément qui recouvre la dentine radiculaire, qui est un tissu conjonctif minéralisé qui fixe la dent à la gencive et permet l'ancrage de la dent dans l'alvéole. La gencive représente, ou bien le parodonte superficiel, c'est-à-dire elle représente la partie la plus révélatrice de l'état parodontal. Donc, c'est la gencive, l'élément du parodonte superficiel qui va vous donner, va vous informer sur l'état de santé parodontale. C'est en fonction de l'examen clinique ou bien de la gencive qu'on va juger de la santé ou bien de la maladie du parodonte. Et lorsqu'elle est saine, quand la gencive est saine, donc elle est ferme, elle est de couleur rose pâle, rose corail, et
peut même avoir une pigmentation mélanique chez certaines races ou bien chez certaines ethnies. Elle a l'aspect aussi piqueté en peau d'orange. Donc, le liseré gingival doit suivre aussi de façon harmonieuse le collet de la dent sur tout son pourtour, c'est-à-dire aussi bien proximal, vestibulaire, lingual, et elle ne doit pas présenter ni œdème, ni saignement, ni ulcération. Donc, le scellement de la gencive autour de la dent est assuré par l'attache, ce qu'on appelle l'attache parodontale. L'attache parodontale qui est soumise bien sûr au biofilm bactérien qui est adhérent à la surface de la dent, qui ne peut être délogé que par l'action mécanique du brossage. Donc, ce système d'attache est composé d'abord d'une attache épithéliale et d'une attache conjonctive. Donc, vous avez l'attache épithéliale et vous avez l'attache conjonctive. L'attache épithéliale qui représente l'épithélium de la jonction, qui est un épithélium non kératinisé, qui permet la fixation de la gencive sur la surface radiculaire grâce aux différentes hémidysmosomes. Donc, il est situé au fond du sillon gingival ou bien le sulcus et relie les cellules épithéliales et la dent par le biais, bien sûr, je vous l'ai dit, par les hémidysmosomes. Donc, la deuxième partie, c'est l'attache conjonctive qui est composée de fibres de collagène, comme vous voyez ici, supracrestales, de fibres de collagène qui s'insèrent dans le ciment et qui recouvre bien sûr la racine. Les dimensions de l'attache épithéliale, de l'attache parodontale, deux parties. Vous avez l'attache épithéliale et l'attache conjonctive. Quand on dit espace biologique, c'est la même chose, ou bien attache parodontale. Pardon, l'espace biologique ou bien attache parodontale est constitué d'une attache épithéliale et d'une attache conjonctive. Maintenant, les dimensions des différents éléments. Alors, les dimensions de cette attache parodontale elles sont constantes, avec bien sûr des variations inter-individuelles. Donc, elles varient d'une personne à l'autre. Mais chez la même personne, elles sont constantes et on délimite l'espace biologique qui est constitué d'un épithélium de jonction qui mesure à peu près 0,97 mm et d'une attache conjonctive mesurant 1,07 mm. Le sillon gingival ou sulcus constitue la partie interne de l'épithélium gingival qui fait face à la dent, mais sans y être attaché à cette surface dentaire. Donc, il mesure à peu près 0,69 mm et est généralement considéré comme sain lorsqu'il est moins de 3 mm de profondeur. C'est-à-dire quand vous faites passer votre sonde parodontale, la profondeur ne doit pas dépasser les 3 pour parler d'un sulcus, espace virtuel là où la dent ne fait pas attache à la gencive à la dent. Donc, il se trouve donc approximativement à 2 mm. Vous faites l'addition entre cette attache épithéliale et cette attache conjonctive. Donc, vous avez le fond du sulcus, elle est là. Donc, la distance entre le fond de ce sulcus et la crête osseuse est fait à peu près, comme vous voyez ici, à peu près une hauteur de 2,04 mm de la crête de l'os alvéolaire qui sert d'ancrage à la dent. Ça, c'est grosso modo concernant l'espace biologique.
Maintenant, nous passons tout de suite aux parodontes en denture temporaire. Donc, en denture temporaire, commençons d'abord par la gencive. La gencive est souvent décrite comme rouge du fait, bien sûr, du réseau capillaire abondant. Il y a une richesse de la vascularisation chez l'enfant en denture temporaire. Et bien sûr, l'épithélium gingival a une épaisseur. Donc, l'épithélium, il est mince et en même temps, il est translucide. Donc, il laisse passer la lumière et il est moins kératinisé par rapport à l'épithélium gingival de l'adulte. La gencive marginale, elle est de couleur rose, de consistance ferme et élastique. La gencive, elle est élastique parce que la constitution du tissu conjonctif gingival, il est faite par beaucoup plus, chez l'adulte, elle est faite beaucoup plus, le tissu conjonctif gingival, il fait beaucoup plus par des fibres collagènes. Constitue la majeure partie. Mais chez l'enfant, au contraire, la majeure partie ou bien la majeure composition fibrillaire, elle est faite par des fibres élastiques. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui donne cette élasticité. C'est ce qu'on appelle la gencive, elle est élastique. Elle prend aussi l'aspect lisse et finement granité. Donc, l'anatomie aussi cervicale des dents temporaire et qui est particulière et la proéminence des bombées vestibulaires, là, comme vous voyez sur cette photo, le bombé des dents temporaires est proéminent par rapport au bombé des dents définitives. Donc, ce qui lui confère un aspect ourlé et épais. Donc, la papille aussi interdentaire, elle est plus plate et plus courte. Donc, elle n'est pas assez longue, elle est plate et courte, ce qui la différencie de la papille pour les dents définitives. La hauteur de la gencive attachée ou bien la gencive adhérente, elle est plus importante au maxillaire par rapport à la mandibule. Si vous voyez ici sur la photo, donc la gencive attachée qui est entre la gencive, le sillon marginal jusqu'à la jonction mucogingivale, donc elle est plus importante au maxillaire par rapport à la mandibule et bien sûr, elle augmente avec l'âge. La hauteur de la gencive attachée augmente bien sûr avec l'âge. Quant à la profondeur du sillon gingival, quant à la profondeur du sillon ou bien du sulcus, le sulcus a une profondeur constante. Elle est généralement de 1 mm. Donc, le sulcus n'est pas assez profond, donc il est de 1 mm et tend à augmenter avec l'éruption des dents définitives. Au niveau des fréquents diastèmes qui sont remarqués, c'est ce qu'on appelle les diastèmes de bord, qui doivent exister en denture lactéale, surtout entre les canines et les latérales, les incisives latérales. Donc, c'est ce qu'on appelle les diastèmes. Parce qu'une fois remplacés par les dents définitives, il faut qu'il n'y ait pas des anomalies. Il faut la présence de ces diastèmes. C'est-à-dire, ils vont donner une prévision, la présence de diastèmes vont donner une prévision sur l'état de la denture définitive, s'il y aura concernant l'espace disponible sur l'arcade. Est-ce qu'il n'y aura pas plus tard des anomalies, des DDM, etc., des malpositions, etc. Donc, plus l'enfant présente des diastèmes, plus c'est moins, c'est-à-dire il n'aura pas plus tard de problème d'espace pour là où ils vont loger les dents définitives. On observe de point de vue histologique justement une gencive qui est recouverte d'un épithélium, soit il est ortho ou bien il est parakératinisé, il est desquamant aussi, et l'épithélium de jonction, il est moins haut par rapport aux dents définitives. Donc, la hauteur aussi de l'épithélium jonctionnel va augmenter, a tendance à augmenter avec l'âge. Quant au chorion gingival, il est de nature proche à peu près de celle de l'adulte, mais à part qu'il présente une hydratation supérieure par rapport à celle de l'adulte
et une quantité accrue de collagène soluble et une activité augmentée de fibroblastes. Donc, l'image radiographique, comme vous voyez sur, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir cette photo. Je vais passer ici pour que vous puissiez, voilà. Donc, l'image radiographique de l'espace desmodental, elle laisse apparaître une radioclarté qui est marquée ici, comme vous voyez ici, une radioclarté qui est marquée avec un espace qui est large, surtout au niveau de la furcation, comme vous voyez. L'espace donc desmodental est très large par rapport à celui de l'adulte et beaucoup plus au niveau de la furcation. Le desmodonte, il communique avec les espaces médulaires des processus alvéolaires, avec bien sûr le tissu conjonctif, pulpaire par les orifices apicaux et de nombreux canaux pulpo-parodontaux. C'est-à-dire il y a des canaux accessoires, voilà, certains. Chez l'enfant, on trouve aussi dans le desmodonte des résidus de la gaine de Hertwig. Qu'est-ce qu'elle avait comme rôle, la gaine de Hertwig? On trouve des résidus de la gaine de Hertwig ou de l'épithélium de l'organe de l'émail. Alors, c'était quoi les résidus de la gaine de Hertwig? D'ailleurs, ces débris cellulaires appartiennent à quelle structure du parodonte? Est-ce que vous m'avez... Pardon? Qu'est-ce qu'elle, ces débris cellulaires de la gaine de Hertwig, qu'est-ce qu'elle avait comme rôle? Est-ce que la résalyse des racines, des dents temporaires? D'accord, la résalyse, donc il y aura des résidus de la gaine de Hertwig, c'est ça? Oui. Mais les résidus cellulaires de la gaine de Hertwig, qu'est-ce qu'elle avait comme rôle? Avant, la gaine de Hertwig, en général, qu'est-ce qu'elle a comme rôle, comme fonction? Vous savez c'est quoi la gaine de Hertwig? Vous l'avez fait dans les cours d'histologie. Alors, pour la gaine de Hertwig... La prolifération cellulaire. Mais quelle cellule? Pour la formation de la dentine ou de ça. Oui, très bien. La formation de la dentine radiculaire. Oui. Alors, avant la formation de la racine, vous avez tout d'abord la formation de l'émail, après qui sera suivie par la dentine coronaire. Concernant la dentine radiculaire, elle est formée par la gaine de Hertwig qui comprend 2 couches cellulaires. Donc, au fur et à mesure qu'il y a, donc il y aura différenciation des couches cellulaires, il y aura des différenciations bien sûr des cellules qui vont donner les odontoblastes. Après, vous avez les fibroblastes qui vont se différencier en odontoblastes qui vont sécréter de la dentine. Donc, au fur et à mesure qu'il y a formation de la dentine radiculaire, il y aura fragmentation de cette gaine. Donc, après la fragmentation de cette gaine épithéliale, il y aura des restes. C'est ce qu'on appelle les résidus de la gaine de Hertwig ou bien les restes épithéliaux de Malassez. Les restes épithéliaux de Malassez, ce sont des cellules qui appartiennent aux desmodontes. Donc, vous avez fait, il faut revoir les cours d'histologie parce que là, c'est très important pour pouvoir comprendre. Pour ce cours, on ne va pas faire les détails, on va juste faire les particularités. Mais vous devez connaître quand même l'histologie, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour le desmodonte, vous avez les résidus de la gaine de Hertwig qui sont des cellules, des résidus cellulaires qui appartiennent aux cellules desmodontales. Est-ce que c'est clair? Donc,
Parce que ces couches épithéliales, ces débris épithéliaux de Malassez, qu'est-ce qu'elle avait comme rôle? C'est de donner lieu à une dent, à la dentine réticulaire. Mais malheureusement, des fois, et dans certains cas, ces résidus de la gaine de Hertwig, ou bien épithéliaux de Malassez, peuvent persister à un stade ou à l'autre, soit avant, dans la vie intra-utérine, soit après dans la vie de l'individu, et qui vont donner après des kystes. C'est ce qu'on appelle les kystes des maxillaires. Vous avez fait les cours, je ne sais pas. Les kystes des maxillaires, donc, ont comme origine les débris épithéliaux de Malassez. Dans certaines situations, pas dans tous les cas, mais les kystes des maxillaires ont comme origine les débris épithéliaux de Malassez. Donc, je passe sans trop détailler. Alors, j'ai dit que chez l'enfant, on retrouve dans le dysmodonte des résidus de la gaine de Hertwig ou de l'épithélium de l'organe de l'émail. Voilà. L'os alvéolaire, il est moins calcifié par rapport à celui de l'adulte. Pourquoi? Parce qu'il est parcouru par une vascularisation sanguine et lymphatique qui est très importante et dense. Donc, les corticales sont un peu fines, et en particulier au niveau du secteur antérieur. Et les crêtes alvéolaires, comme vous voyez ici, les crêtes alvéolaires peuvent être convexes ou bien plates. Elles peuvent être plates, surtout si elles sont associées à des diastèmes. Lorsqu'il y a des diastèmes, elles sont plates. Concernant le sément, la densité et l'épaisseur du sément des dents temporaires sont moindres que celles des dents permanentes. Donc, le sément de la denture lactéale, il est moins dense, il est moins épais par rapport au sément au niveau des dents définitives. Maintenant, on va voir le passage, lors du passage de cette denture temporaire vers la denture permanente. Ce passage, ou bien l'éruption des dents permanentes, s'accompagne des changements morphologiques et structuraux que le clinicien devra connaître afin de distinguer, bien sûr, tout ce qui est physiologique, c'est-à-dire tout ce qui est changement normal, c'est des situations physiologiques qui sont normales, d'une pathologie. Comme par exemple, vous voyez les changements, par exemple, commençons par exemple par le gonflement pré-éruptif. Donc, avant l'éruption de la dent, avant l'éruption de la couronne dans son apparition dans la cavité buccale, la gencive présente un petit gonflement ici. Vous allez remarquer un petit gonflement qui est ferme et qui peut être légèrement plus pâle et qui épouse le contour de la couronne. C'est-à-dire, vous allez sentir comme quoi il y a une couronne qui va sortir ici. Donc, ce gonflement pré-éruptif, il est physiologique. Le deuxième, c'est la deuxième chose, c'est la formation du rebord gingival. Ça, c'est ce qu'on appelle le rebord gingival. Là, si vous voyez ici, il ne faut pas dire qu'il y a un œdème ou bien un gonflement de la gencive, mais c'est physiologique parce que la couronne n'a pas encore fait son éruption complète, elle n'est pas encore fonctionnelle sur l'arcade. Donc, c'est normal. La formation du rebord alvéolaire, qui constitue la deuxième modification physiologique au cours de la mise en place des dents permanentes. Donc, le rebord gingival, il est un peu œdémateux. Je sais qu'il y a un œdème, un petit œdème de ce rebord gingival, mais il est physiologique. Donc, il est arrondi et il est légèrement plus rouge. Pour la proéminence normale du rebord gingival, il est proéminent, c'est-à-dire que la gencive, vous allez sentir qu'elle est proéminente. Donc, cette proéminence, elle est normale du rebord gingival. Donc, il s'observe pendant la denture mixte, c'est-à-dire les dents définitives n'ont pas encore totalement mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore changement, bien mise en place de toutes les dents permanentes. Donc, généralement, cette proéminence du rebord gingival s'observe surtout dans la région antéro-supérieure. Généralement, les dents ou bien les incisives inférieures, les dents antérieures inférieures ne font pas de problème, mais
concernant surtout les incisives. Je ne sais pas si vous avez remarqué chez vos frères. Donc, il y a des voilà, proéminence surtout pour les centrales, ou bien les dents antéro-supérieures, les incisives, le bloc antérieur supérieur. Monsieur, Oui. donc le traitement ODF à ce stade, on ne peut pas le commencer. Non, en denture mixte, On c'est-à-dire peut pas- vous avez la première dent à faire son apparition, c'est la dent de 6 ans, n'est-ce pas? Donc, pour tout traitement orthodontique, s'il y a des diastèmes, il ne faut pas les corriger maintenant parce qu'il y aura un comblement de l'espace. Donc, les canines, c'est les dernières, surtout les canines supérieures, ne font pas leur apparition jusqu'à peu près l'âge de 11 ans. L'âge de 11 ans, donc à partir de l'âge de 11 ans, vous pouvez faire parce qu'il ne faut pas intervenir avant la mise en place des 6 dents antérieures, c'est-à-dire les 2 centrales et latérales et les canines. Donc, on ne peut pas soupçonner une proalvéolie à cet âge-là. Non, non, non. Oui, oui. C'est une proéminence qui est physiologique, il faut attendre, même s'il y a un frein. Des fois, vous trouvez un frein labial ici, une insertion. Ça vous paraît que le frein a une insertion un peu basse, c'est-à-dire au niveau de la gencive ou bien au niveau de la papille. Donc, ce n'est pas physiologique, c'est pathologique. Mais il ne faut pas intervenir, il faut attendre jusqu'à la mise en place des canines. Parce qu'on avait remarqué que chez certains enfants où on a mis en évidence qu'il y a des aberrations ou bien des défauts mucogingivaux type un frein aberrant qui a une insertion un peu plus basse, qui entrave l'hygiène, qui exerce une traction sur la gencive marginale avec ouverture du sulcus, qui favorise l'installation de l'inflammation. À ce moment-là, il faut quand même temporiser et attendre jusqu'à la mise en place des 6 dents antérieures, c'est-à-dire jusqu'à la mise en place des canines définitives. À ce moment-là, vous allez revoir le malade et à ce moment-là, qu'on prend la décision du traitement chirurgical, c'est-à-dire la frénectomie. Est-ce que vous avez compris? Et même aussi bien pour la chirurgie parodontale que pour le traitement orthodontique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est bon? Oui, monsieur, merci. Très bien. Maintenant, pour la denture, le passage de la denture mixte à la denture permanente jeune, donc cette période s'étend à peu près sur 6 années, donc 6 années parce que depuis l'évolution des premières molaires, qui sont les premières dents à faire leur apparition, et bien sûr les incisives inférieures permanentes qui s'identent à la mise en place des deuxièmes molaires permanentes. Donc, vous avez les dents de 6 ans, les molaires, les premières molaires, vous avez les incisives aussi. Des fois, elles se forment en même temps. Et des fois, ce sont les molaires qui se voient avant. Donc, jusqu'à la mise en place de la denture de la deuxième molaire permanente, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans. Donc, c'est une période allant jusqu'à la denture mixte. Elle peut aller jusqu'à 6 années à peu près. Donc, durant cette période, la fin de cette période, c'est-à-dire vers l'âge de jusqu'à la mise en place de la deuxième molaire permanente, il y aura, c'est ce qu'on appelle cette période, la période pubertaire. Donc, elle correspond à la période pubertaire, c'est la puberté. Donc, au cours de la puberté, comme vous voyez, il y a des changements hormonaux. Donc, ces changements hormonaux, c'est-à-dire les hormones, les stéroïdiens, comme les oestrogènes, les progestérone, les androgènes, vont avoir ont des récepteurs au niveau de la gencive. Donc, ils vont accentuer la réponse tissulaire. S'il y a présence, bien sûr, de biofilms bactériens, il y aura accentuation des phénomènes inflammatoires. Donc, durant cette période, la gencive marginale, elle est, comme vous voyez sur cette photo, elle est un peu inflammatoire, souvent inflammatoire, et elle est épaisse et ourlée, elle est flasque, elle est rouge, donc elle réagit très, très, très rapidement aux agressions locales, comme par exemple la plaque pour l'enfant qui n'est pas motivé. Vous avez aussi les dispositifs, comme vous l'avez dit, les dispositifs orthodontiques.
les dispositifs orthodontiques favorisent aussi la rétention, surtout si l'hygiène n'est pas respectée. Et vous avez les obturations iatrogènes, c'est-à-dire les obturations en dentisterie conservatrice. S'il n'y a pas reconstitution, restauration du point de contact interdentaire, il y aura ce qu'on appelle des obturations défectueuses qui vont exercer des effets néfastes et vont favoriser l'accumulation de la plaque dentaire, d'où l'installation de la maladie parodontale. Vous avez aussi, durant cette période, il y aura une augmentation de la profondeur du sulcus. Tout à l'heure, on avait dit que la profondeur est d'à peu près de 1 mm. Donc, cette profondeur a tendance à augmenter chez l'enfant et chez le jeune adolescent. Et elle est d'abord associée, cette augmentation de profondeur du sulcus qui va de 1 mm jusqu'à... donc, elle va arriver jusqu'à 2 mm à peu près. Donc, elle est d'abord liée à l'âge, donc c'est dû à l'âge. Avec l'âge, elle a tendance à s'élever. Et à un degré moindre à la réponse inflammatoire. Quand il y a comme ça, une réaction inflammatoire, il y aura un approfondissement du sulcus. Donc, cet approfondissement, il est dû soit à l'âge, donc c'est physiologique, soit à une réponse inflammatoire, c'est-à-dire avec l'installation du biofilm et l'inflammation gingivale. Donc, vous avez deux types ici. Soit il est physiologique, donc le sulcus, il va passer de 1 mm et plus, soit il est pathologique en réponse à l'inflammation parce que c'est la période pubertaire, je l'ai dit. C'est ce qu'on appelle la gingivite pubertaire. Ici, l'image qu'on vous voyez sur cette radiographie, donc c'est quoi ce type de cliché? هذاك مغدغ بايت حاجة وين بايت لا شي با بايت voilà. Bite-wing, voilà. Vous voyez ici les lettres, il faut faire mordre pour le patient. Donc, elle permet d'explorer les surfaces interproximales. Donc, elle permet de mettre en évidence à peu près 2 à 3 dents. Jusqu'à dents. Donc, ça donne, quand vous voulez observer les espaces interproximaux, il faut faire ce type de radiographie et c'est une indication. Donc, quand vous voyez sur cette radiographie rétrocoronaire plutôt, elle permet d'évaluer la distance entre la crête osseuse ici et la jonction émail-sément et la jonction voilà, amélo-sémentaire. Donc, sur les dents qui sont en éruption post-fonctionnelle, c'est-à-dire éruption post-fonctionnelle, c'est-à-dire après mise en fonction de la dent. Donc, comme vous le savez, la dent, elle est en éruption continue. Donc, une distance crête-jonction amélo-sémentaire inférieure à 2 mm est considérée comme normale. Au-delà, elle va signer qu'il y a une lise osseuse ou bien un défaut osseux. Si cette distance dépasse les 2 mm chez l'enfant en denture permanente jeune, c'est-à-dire qu'il y a un défaut osseux, on s'est arrêté, je crois, ici. Voilà. Donc, on avait dit que cette distance jonction émail-sément, cette distance doit être inférieure à 2 mm. Si elle est supérieure, ça signe qu'il y a un défaut osseux. Nous terminerons après par la particularité de l'examen parodontal chez l'enfant. Donc, comme l'enfant, l'adulte est comme l'enfant est comme l'adulte concernant l'examen parodontal, mais chez l'enfant, il y a toujours des particularités concernant la motivation, le gain de confiance au début, parce que vous devez gagner la confiance de l'enfant. C'est-à-dire, même si vous le prenez pas en charge la première séance, vous pouvez le reporter jusqu'à ce que l'enfant soit prêt psychologiquement. C'est-à-dire, il faut faire une préparation psychologique pour l'enfant. Donc, cet examen clinique parodontal chez l'enfant
doit être réalisé après un interrogatoire médical détaillé de l'enfant. Il faut avoir son état général, l'état général de sa famille aussi. Donc, elle va se dérouler en 2 temps. D'abord, vous allez faire une observation. Vous allez faire une observation globale de la cavité buccale de l'enfant, puis vous allez vous concentrer sur le parodonte par un examen parodontal proprement dit. Bien sûr, vous allez utiliser les indices parodontaux. Vous savez c'est quoi les indices parodontaux? Donc, vous avez quel indice vous utilisez? Quel indice parodontal vous utilisez au cours d'un examen parodontal clinique? Le sondage. Non, les indices parodontaux. Indice de plaque. Indice de plaque. Il n'y a pas que l'indice de plaque. L'indice de plaque, oui, c'est le premier, c'est le plus important. Indice Vous allez saignement. utiliser l'indice de plaque, l'indice de saignement, de tarte, d'inflammation, et vous avez la profondeur des poches parodontales et la perte d'attache. Ou les freins, monsieur, non? On va examiner tout. Je vous ai cité juste des exemples, des indices. Il y a plein d'indices épidémiologiques ou bien d'examens parodontaux. Vous avez l'indice de plaque, l'indice d'inflammation, l'indice d'évolution de la maladie, par exemple. Vous avez aussi l'indice de la réponse au traitement, l'indice aussi de besoin de traitement. C'est des indices qui vont vous permettre de poser s'il y a un traitement ou bien non à donner en fonction. Donc, il y a plusieurs indices. Je ne sais pas, vous n'avez pas fait le cours d'indices épidémiologiques, bien en TD, dans les TD. Vous l'avez fait de l'examen clinique l'année passée? Non, on n'a pas fait. Ah, Oui, d'accord. on a fait l'examen clinique. L'examen clinique, dans l'examen clinique, en principe, vous l'avez fait. Oui, on a cité les indices. D'accord, les indices. Donc, à l'aide des indices parodontaux, on va faire un examen parodontal proprement dit. Donc, le schéma dentaire associé à l'évaluation, bien sûr, de la mobilité, vous allez constitue la première étape de l'examen parodontal. C'est-à-dire, vous allez voir la denture. Quelles sont les dents extraites? Est-ce que toutes les dents sont sur l'arcade? Quelles sont les dents cariées? Est-ce que les dents perdues sont absentes par cause de carie ou bien par cause de mobilité? Tout ça, vous allez le noter. Donc, s'il y a des perturbations, c'est-à-dire c'est des chutes spontanées des dents, ça peut, surtout chez l'enfant, c'est-à-dire une exfoliation prématurée des dents, elle va vous guider vers la présence d'une pathologie systémique. Donc, il faut faire des investigations d'ordre général. Parce que, comme vous le savez, il y a certains syndromes où parmi les signes cliniques, vous avez la chute prématurée des dents. Il y a certains syndromes, c'est-à-dire c'est des maladies systémiques, il y a certains syndromes il y en a plein. Ça existe dans la classification, vous pouvez le voir, la classification des maladies parodontales de l'Armitage 1999. Vous la cherchez et vous allez trouver une partie sur les syndromes associés à des maladies génétiques. Vous allez trouver les différents syndromes, le syndrome de Down, le syndrome d'hypophosphatasie, voilà. Tous ces syndromes ont des répercussions parodontales, bien sûr. Donc, toute anomalie du parodonte ou bien toute perte de dents prématurée chez l'enfant, ça peut vous guider par une atteinte générale si, bien sûr, la pathologie n'est pas connue. Donc, la première des choses, c'est l'évaluation de l'hygiène et l'apprentissage d'une bonne technique de brossage. Donc, le brossage pour l'enfant doit au début être enseigné avec la présence, bien sûr, des parents. Il doit être au début réalisé par les parents, puis par la suite assisté par les parents. C'est-à-dire, au début, ce sont les parents qui vont assurer
qui vont assurer le brossage, puis par la suite, ils vont assister leur enfant pour qu'il fasse le brossage lui-même. Vous avez aussi le sondage sélectif des dents antérieures et des molaires. Pourquoi? Aussi bien les dents temporaires que permanentes. On doit faire un sondage sélectif des dents antérieures et des molaires. Pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi? Le sondage sélectif dents antérieures et molaires. Vous avez tout oublié, hein? Vous avez tout oublié ce que je vous ai montré. La gingivite, monsieur, pour la gingivite, si tu sais. Non, je parle du sondage parodontal. Un sondage sélectif des dents antérieures et des molaires. Pourquoi? Pourquoi sélectif? Par rapport à la parodontite agressive, non? Non. Oui, très bien. Par rapport à la parodontite agressive, parce que si vous avez fait je ne sais pas si vous avez fait dans le cours des classifications des maladies parodontales, la classification d'Armitage concernant les parodontites a rajouté la parodontite agressive et chronique. Agressive, la terminologie de parodontite agressive a remplacé les anciennes dénominations des autres classifications anciennes qu'il s'agit d'une parodontite à début précoce, juvénile, généralisée. Donc, pour les jeunes, on a remarqué que ce type de parodontite peut s'observer aussi bien chez le jeune que chez l'adulte, même à l'âge adulte. Donc, la parodontite agressive, elle s'observe beaucoup plus chez l'enfant, chez l'adolescent. Donc, votre sondage, il doit être sélectif. Vous allez directement sonder les molaires et les incisives pour ne pas passer à côté. Après, vous allez passer pour les autres dents, d'accord? Donc, c'est pour ça. Donc, ça, c'est une particularité par rapport à l'adulte. Donc, quand vous prenez un enfant, vous faites un sondage sélectif, molaires et dents antérieures. Voilà. Donc, pour tout ce cours, on a fait juste tout ce qui est particulier chez l'enfant. Le reste, c'est le même. C'est standard, c'est comme l'adulte. Donc, ce sondage parodontal va nous renseigner sur la présence ou non de poche parodontale. Il va nous donner par la suite, après la perte d'attache et bien sûr, le saignement. S'il y a un saignement n'est pas spontané, il est au sondage. C'est au sondage que vous allez, ce qu'on appelle le saignement provoqué. C'est à partir du sondage que vous allez découvrir le saignement. L'évaluation des fonctions est très importante, particulièrement la fonction de respiration. Pourquoi? Parce que la fonction de respiration a beaucoup d'effets, c'est-à-dire des conséquences sur la denture. Est-ce que vous pouvez me citer un exemple de l'intérêt de l'évaluation de la fonction respiratoire, la fonction? Pour éviter la proalvéolie, on peut avoir une proalvéolie à cause d'une respiration buccale. Voilà, très bien. Elle peut être due à autre problème, la respiration buccale. Pourquoi? Une béance. Oui, la cause de cette respiration buccale. Il faut chercher pourquoi. Je sais, elle a obstruction nasale. Voilà, obstruction nasale, Problème de végétation. Voilà, c'est la respiration buccale, elle est due à ce qu'on appelle, des fois elle est due à un problème un problème ORL, voilà, c'est qui peut donner ce qu'on appelle le syndrome d'apnée de sommeil. Et l'apnée de sommeil aussi a des conséquences, c'est ce qu'on appelle, elle peut donner ce qu'on appelle le syndrome d'apnée de sommeil qui a des répercussions aussi bien parodontales que l'apnée de sommeil, il peut générer, c'est un trouble de sommeil, il peut même générer un bruxisme. Le bruxisme, c'est je ne sais pas si ceux qui ont assisté l'année passée le cours des parafonctions sur le bruxisme. Oui. Est-ce que je vous ai cité en principe le syndrome d'apnée de sommeil comme étiologie? Comme étiologie de bruxisme? Je ne crois pas, non. Comme parafonction. D'accord. Donc, ça peut générer un bruxisme, c'est-à-dire
c'est stressant, c'est psychologique après. Donc, c'est l'une des conséquences. Il est considéré comme un trouble de sommeil, si, dans la définition. Oui, on a dit ça. Oui. Il est considéré, le bruxisme est considéré comme un trouble de sommeil. Oui. Parce que le bruxisme, il est involontaire et inconscient. C'est involontaire, c'est-à-dire le sujet ne le fait pas exprès, mais inconscient, c'est-à-dire il le fait, mais il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire il le fait sans involontaire, inconscient. C'est une parafonction qui est involontaire, inconsciente. Donc, c'est très important d'évaluer la respiration. Vous avez aussi l'évaluation orthodontique. Comme vous l'avez dit, Hamouda, tout à l'heure, la question sur le traitement orthodontique, est-ce qu'il faut poser l'indication donc, chez l'enfant? Le dépistage, on avait remarqué qu'il y a certains diastèmes chez l'enfant. Donc, à votre avis, vous allez décider de faire, par exemple, un traitement orthodontique ou bien l'adresser pour un orthodontiste. Alors qu'on avait remarqué une fermeture des diastèmes après, qui sont dus, par exemple, à un frein aberrant qui est mal à insérer, donc une insertion papillaire interdentaire. Donc, avec la frénectomie, on a remarqué une fermeture spontanée des diastèmes interincisifs. Donc, ce n'est même pas la peine de faire un traitement orthodontique. C'est pour ça, d'où l'intérêt de la réévaluation. Il ne faut pas précipiter les choses. Vous avez fait votre frénectomie, il faut attendre. Il ne faut pas faire directement. Donc, c'est pas là pourquoi vous faites tout un traitement orthodontique, vous allez faire payer votre patient, c'est traumatisant pour l'enfant, ça empêche le brossage, ça nécessite une très bonne hygiène après. Donc, il faut toujours attendre. Vous allez imposer le traitement parodontal chirurgical qui est la frénectomie, ça peut régler le problème de diastème par la fermeture spontanée. Donc, il ne faut pas, surtout le secteur incisif. Donc, la décision chirurgicale doit se faire après. Et c'est au parodontologiste de faire la décision. Par exemple, il faut aussi montrer chez l'enfant, il faut faire un dépistage précoce des situations anatomiques qui sont à risque. Par exemple, l'insuffisance ou bien l'absence de la gencive attachée. Et s'il y a une absence de la gencive attachée, parce que ça peut répercuter sur le parodonte à l'âge adulte, donc il faut le régler avant. S'il y a une insuffisance de la hauteur de la gencive attachée, on peut le régler par un approfondissement du vestibule, donc ça se fait chirurgicalement, avec bien sûr un apport de gencive avec une greffe. Donc vous allez faire ça dans les cours de parodontologie de cette année. Tout ce qui est traitement, chirurgie gingivale, mucogingivale. Monsieur, oui. Monsieur, on dit la frénectomie et la frénictomie, c'est la même chose. La frénectomie. Oui, parce que la frénectomie, c'est l'ablation totale du frein, frénectomie avec C. Oui. Et la frénotomie, c'est l'ablation partielle. C'est-à-dire, vous avez coupé partiellement Donc, c'est sur le côté pratique, c'est différent. Par exemple, si je prends ici le truc, par exemple, frénectomie. Donc, vous avez, par exemple, ici, j'ai mal... non, pardon. Ici, par exemple. Non, j'arrive pas. Monsieur, vous pouvez l'écrire dans la boîte de conservation. D'accord, oui, très bien, oui. Écran partagé. Est-ce que vous voyez l'écran comme ça? Non. Non. Ça? Non. Non, il n'est pas partagé. D'accord. Attendez, je dois le... C'est partagé. Ah, d'accord. Discussion. Alors oui, voilà, très bien. Discussion. Tout le monde. Donc, vous avez la frénectomie.
Donc, vous pouvez l'écrire avec EIN, frein, comme un frein, vous rajoutez le suffixe phrénectomie ou bien phrénotomie avec E accent, comme vous voulez. C'est la même chose. Ou bien phrénectomie. C'est la même chose. Hein. Monsieur. Monsieur. Voilà. Oui. Dans l'évaluation des fonctions. Dans les réactions? L'évaluation des fonctions. D'accord. Par rapport à la déglutition, il y a une différence entre l'adulte et l'enfant, non? Oui. La déglutition infantile, elle est ce qu'on appelle la succion déglutition avec interposition linguale. C'est-à-dire l'enfant, il fait sortir sa langue et interposition entre les deux arcades. Après, il fait il déglutit la salive ou autre chose, un aliment. Par rapport à celle de l'adulte, la langue, il est contre le palais, au niveau du palais dur, derrière les incisives. C'est-à-dire au niveau de la papille, pas sur les faces linguales. Les papilles binuites. Donc, l'application, elle est là-bas. Oui. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est la déglutition. Donc, il y aura un abaissement après élévation du dos de la langue. Monsieur, Oui. dans le cas de la respiration buccale, la position de la langue, elle sera plus basse qu'à la respiration nasale, n'est-ce pas? La respiration buccale, la langue, elle est plus basse et elle s'applique généralement sur les dents inférieures, c'est-à-dire les incisives inférieures. Oui, donc on a un manque d'élargissement du maxillaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'endomaxillaire. Oui, ça, Oui. c'est beaucoup plus par rapport aux problèmes orthodontiques. Oui. Les répercussions sur son positionnel. C'est-à-dire c'est beaucoup plus l'ODF qui s'intéresse aux différentes fonctions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la sécheresse buccale, c'est l'insuffisance de l'auto-nettoyage. Donc, la salive ne peut pas assurer le nettoyage de la cavité buccale, c'est-à-dire l'auto-nettoyage des surfaces dentaires. Donc, si ça s'accompagne avec le mauvais contrôle de plaque, donc ça peut donner, ça peut constituer un facteur fonctionnel parmi les étiologies de la maladie parodontale. Donc, vous avez les facteurs locaux indirects et directs. Donc, les facteurs locaux indirects, ce sont les facteurs fonctionnels. Trauma occlusal, les respirations, etc.